C'est bon. Bien. Bon, bah, écoutez, désolé hein, pour ce contretemps. Donc, la technique, il y avait une mise au point. Bon, bah, écoutez, merci en tous les cas d'être là ce soir donc, pour notre dernier conseil municipal de l'année. Voilà. Et donc, notre Benjamin donc, de la séance du C, Nidal, qui va nous faire l'appel. Bonsoir. Alors, Bernard Elal. Présent. Astrid Chouane. Georges Diab. Corinne Gilbert. Alors, c'est excusé à donner pouvoir à Stéphanie Deza. Michel Pernaut-Dubreuil. Stéphanie Doza. Philippe Recton. Émilie Audinet. Jean-Jacques de Mittenéer. Barbara Schlagou. Jérôme Joannin. Donc, c'est excusé à donner pouvoir à Franck Norton. Zadier Blanc. Jérôme Capron. Abiba Bénérat. Perrine Bourgneuf. C'est excusé à donner pouvoir à Monsieur Recton. Florence Ouzio. Christopher Perron. Je suis là. Jean-Paul Cabadet. Donatienne Viérin. Franck Norton. Sylvia Maury. Jean-Loup Cronier. Nacera Depeau. Emmanuel Guillaume Monnery. Alors, c'est excusé à donner pouvoir à Julien Léonard. Frédéric Tilly. Awatif Ladi. Pas de nouvelles. Voilà. Julien Léonard. Emmanuel Hernu. Bien, c'est excusé à donner pouvoir à Monsieur Tilly. Très bien. Donc, écoutez, le quorum est largement atteint. Nos délibérations, bien sûr, seront valables. Alors, après cette adoption, l'adoption du compte-rendu de la séance du 28 septembre 2021. Pas de remarques particulières. Monsieur Tilly. Je voulais simplement souligner la qualité du compte-rendu. Très bien. Merci. Donc, on peut considérer qu'il est adopté. Écoutez, c'est parfait. Bien, alors, à l'ordre du jour, on a quand même pas mal de points ce soir. Et comme à l'accoutumée, on termine toujours l'année avec une décision budgétaire modificative. Et la dernière, dont le rapporteur est notre adjoint finance Georges Diab, qui va nous annoncer tout de même de bonnes nouvelles. Voilà. Et donc, c'est un peu les cadeaux de Noël, pratiquement. Hein. Voilà. C'est le cadeau avant Noël. C'est bon, cadeau avant Noël. Quand même. Voilà. Donc, c'est une DM simplement en section d'investissement, parce qu'au niveau de fonctionnement, nous n'avons pas de modifications à faire. C'est essentiellement pour enregistrer, comme vient de le dire Monsieur le maire, des subventions qui sont tombées là ces derniers mois. Nous avons eu un DTR pour les aires de jeu de 15 000 euros, DTR aussi pour le cimetière de 60 000 euros, quand même c'est pas mal. L'aménagement pour le cimetière aussi, et là c'est le conseil départemental de 84 700 euros. Pour le CCAS, pour le bâtiment, l'extension du bâtiment de CCAS, de DTR de 85 357 euros. Quand même, là, l'État, il nous a bien servi, là. On le remercie. Et le conseil départemental, toujours pour le bâtiment CCAS, 73 160 euros. Pour le bâtiment CCAS, donc les subventions, je pense qu'on va arriver probablement autour de au moins 55-60% de subventions pour le moment. Donc c'est une opération correcte et qu'on va pouvoir faire ça en 2022. En termes de dépenses, on a ajusté quelques au niveau de quelques chapitres de bâtiments, de voiries, au niveau d'hôtels de ville. Et on a inscrit en dépenses imprévues le reste, simplement en réserve pour pouvoir... Ne vous inquiétez pas, on ne va pas les dépenser dans les 15 jours qui restent. Aïe. Non, j'espère que non. Il n'y a pas de problème. Et donc, pour équilibrer cette DM, en vous expliquant, nous avons regardé de près. On aura pu le faire, mais bon, c'est juste pour une écriture comptable.
on a le droit de faire des DM déséquilibrés, c'est-à-dire avec un excédent, mais pas en déficit. Donc on aurait pu très bien la faire différemment. Mais là, c'est pour... depuis 25 ans, on fait comme ça. Mais dans l'avenir, on peut éventuellement faire dans ce sens-là, avec un excédent, mais jamais avec un déficit. Voilà, je pense qu'on finit l'année du point de vue comptable comme ça, et tout ça, ça ressortira, comme vous allez le voir après, dans le compte de gestion qui va arriver en début d'année. Jusque-là, on a fini, juste un petit mot finance pour vous dire qu'on a fini l'année correctement du point de vue finance et surtout du point de vue liquidité. On n'a pas fait d'empreinte cette année, comme vous le savez, et on n'a même pas déclenché, je vous ai déjà parlé, la ligne de trésorerie. Donc ça nous a coûté 0 €. On ne l'a pas déclenché pour 2021. 2022, on verra bien. Très bien. En tout cas, voilà une décision budgétaire modificative importante, d'autant que bon, ce sont des subventions départementales, État, région. Donc, on fera un bilan d'ailleurs de l'ensemble, évidemment, de ces investissements. Alors, la Tour aux finances nous rappelait, Georges, que 60 à 70% bien, de la dépense, qui est quand même important pour nous, ce qui nous a permis probablement d'éviter l'emprunt et d'avoir une excellente trésorerie. Donc, on peut dire que le plan de relance, la commune de Marny y a beaucoup participé, puisque c'est tout de même des créations ou des maintiens d'emplois. Ce sont des activités, ce sont des entreprises qui honorent bien sûr ces investissements. Et puis, la plupart de ces investissements sont aussi des services de plus à la population. Donc, on ne va pas rentrer dedans ce soir, dans le vif du sujet, mais simplement rappeler que là, franchement, dans le plan de relance, on peut dire que l'État, l'ensemble évidemment des collectivités ont joué le jeu. Donc, on le ressent. Et ça va nous permettre donc de terminer probablement ce compte administratif et le compte de gestion de façon assez excédentaire, quoi. Voilà. Et d'imaginer une CAF donc plus importante ou probablement à la même hauteur que l'année dernière. Voilà. Très bien. Y a-t-il des remarques concernant... Oui, M. Tigny. Simplement pour abonder dans le sens de M. Diab, je suis rassuré sur le fait que les dépenses imprévues ne seront pas dépensées d'ici le 31 décembre, et ce qui laisse effectivement présager des comptes excédentaires sur 2021. Voilà. Effectivement. Comme on s'en félicite, hein, bien entendu. Hein. Ouais, je pense qu'ils ne seront largement pas dépensés du tout, mais simplement, c'est pour rester dans la tradition de la présentation de nos DM, mais dans l'avenir, il n'est pas exclu que, j'espère que ça se produira encore, qu'on aura plus de recettes que de dépenses, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'on est obligé parfois d'équilibrer avec même parfois de transfert d'une section à l'autre, mais la loi l'autorise de pouvoir le faire dans ce sens-là. Mais rassurez-vous, on ne dépensera pas 175 000 €. Non, eh bien, il faut l'espérer. Mais bon, l'année n'est pas terminée. Il peut y avoir des dépenses imprévues. Je me tourne vers le service technique, Christopher. On ne sait jamais. Il ne faut pas qu'il y ait une chaudière qui tombe en panne, mais bon, c'est tout. Budget modificatif numéro 3 est la dernière de l'année. Je ne vois pas d'autres remarques, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Comme chaque année et comme en fin d'année, la vie continue. Pas de coupure, donc il faut une transition. Donc il faut qu'on prenne des dispositions donc financières pour voter les 25% du budget 2021. C'est Jean-Paul Cabadet. Bonsoir. Alors c'est avant le vote du budget 2022. Hein. Oui, il y a une petite erreur. Hein. Pardon, c'est 2022. Il y a un copier-coller qui a été mal. Voilà, 2022. Très bien. Alors, l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales encadre les opérations qui peuvent être effectuées avant le vote du budget pour permettre le fonctionnement de la collectivité. Ainsi, la commune a la possibilité, jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 2021. En outre, sur l'autorisation du conseil municipal,
peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des ouvertures de l'exercice 2021. Or, les crédits effectués au remboursement de la dette. Aussi, dans l'attente du vote du budget primitif de l'exercice 2022, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à procéder en tant que de besoin à l'engagement des dépenses d'investissement dans la hauteur de 1 031 998 euros, correspondant au quart des ouvertures budgétaires 2021, selon le calcul suivant. Je vous laisserai, vous avez dû bien regarder les chiffres et tout ça. Donc, au budget, on avait mis 4 127 992 euros. Et là, on vous propose de voter la somme de 1 031 998 euros. Très bien. OK. Donc, c'est une continuité un peu du service de l'exercice 2021 et 2022. Donc, c'est la transition pour les premiers mois, puisque nous espérons voter notre budget aux alentours de mars. Bien sûr, avant les élections. Voilà. Juste une petite remarque, cette année, on vous a détaillé tous les chapitres des opération par opération, pas simplement le global de l'investissement. Ça, c'est bien, c'est très, très analytique, très bien, c'est clair. OK. Y a-t-il des remarques concernant ces 25%? Je n'en vois pas. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Alors, les tarifs communaux, grand changement, Stéphanie Deza, sur la culture? Bonsoir. Non, pour la culture, il n'y a pas de changement. Les années compliquées, là, enfin, les 2 ans qu'on vient de passer, où on n'a pas pu donner tout ce qu'on pouvait, on ne trouvait pas très judicieux de modifier. Donc, en fait, les tarifs n'ont pas changé. Et juste pour info, on est cette année à 144 abonnés. En année post-Covid, enfin, même dedans. C'est pas si mal que ça. On est un petit peu en dessous de d'habitude, mais par contre, on a une augmentation des enfants, des jeunes, avec les abonnements famille. Donc, voilà, on est content. Donc, pas de changement. Okay. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques concernant ces tarifs? Pas d'autres remarques? Je n'en vois pas. Donc, pas d'abstention, pas d'avis contraire. C'est parfait. Donc, on a des admissions en non-valeur. Oui, c'est comme tous les ans. Donc, les trésoriers nous adressent une liste du titre à admettre en non-valeur. Bon, c'est pas grand-chose, c'est 1436 euros. C'est une fois qu'ils ont épuisé tous les moyens de recouvrement et puis ça commence à coûter plus cher de poursuivre que de l'annuler. Donc, on nous demande d'annuler cette année 1436 euros 51 centimes. Bon. Donc, bon, tous les ans, ça revient. Cette année, c'est pas énorme. Voilà. Parfois, c'est des petites créations euros, même de quelques centimes parfois. Très bien. Bon, donc pour ces admissions non valeur, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Alors par contre, le sujet qui après est important puisque c'est l'adhésion à la mission, donc paye à façon donc du centre de gestion de l'Oise. Alors donc c'est la paye évidemment qu'on délègue. Voilà, ça c'est. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, on réfléchit depuis aussi quelques années. Au départ, on pensait, avec monsieur le maire, pouvoir mutualiser ça avec l'ARC, mais apparemment, l'ARC, il n'est pas pressé à aborder ça. Et donc, le centre de gestion gère déjà pour plusieurs communes la paye. Oui. Et donc, on a préféré quand même passer cette... Parce que pour nous, la paye, ça a plusieurs problématiques. Premièrement, il faut plusieurs personnes qui sont formées. On ne peut pas reposer le changement de paye sur une personne. Il faut former plusieurs personnes. C'est un malade, il faut que la continuité du service. Ça prend beaucoup de temps. Ça coûte en temps agent beaucoup plus cher que le tarif qu'on vous soumet là pour le transfert de la paye. Donc, après mûre réflexion, nous vous proposons à partir du 1er janvier de transférer la gestion de la paye au centre de gestion. Bien sûr, au niveau de la commune, on continue à saisir certains paramètres de la paye, mais l'essentiel du travail est fait par le centre de gestion. Vous avez les prix
cette mission par dossier, par un abonnement et par fiche en fin d'année pour les impôts. Voilà, donc c'est important. Je pense que ça sécurise notre paye. Ça, on ne sait jamais, parce que bon, le personnel, on a déjà formé de personnel qui ont muté ailleurs. Il faut reformer d'autres. Ça prend un temps de personnel important. Donc globalement, on est plutôt gagnant dans ce transfert lorsqu'on calcule ce que coûte un demi-agent en plus pour la paye, et former 2 agents en permanence pour saisir et déclencher la paye. Voilà. Très bien. Donc voilà. Mais Monsieur Léonard. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Diab. Juste une question. Du coup, vous parliez effectivement d'une estimation du temps agent et des coûts relatifs. Est-ce que vous pourriez nous les indiquer, s'il vous plaît? Simplement que là, ça nous, effectivement, le départ, évidemment, de la fiche de transférer la paye, ce qui nous permet donc finalement d'avoir pratiquement, d'avoir une économie d'un demi-agent, mais le reste du temps, ça nous permet vraiment de le recentrer sur les missions qui sont essentielles, les ressources humaines. Et surtout, ce qui est important aussi pour une commune comme la nôtre, ce sont les éléments variables de solde qui sont les plus importants, qu'il faut vraiment suivre donc au fil des mois. Donc, ce qui va permettre aussi de sécuriser, c'est ça qui est important, la paye, et de garantir une réalisation sans risque. Et puis, je pense aussi, ce qui est pas mal finalement, bon, même si l'agglo n'a pas peut-être, on n'a pas pu mettre ça en place, je pense que c'est pas mal finalement de le faire au centre de gestion de Beauvais pour des raisons aussi de discrétion. Je pense que c'est pas si mal que ça, et d'avoir une économie donc substantielle d'un demi-poste, mais ça va nous permettre aussi de redéployer sur d'autres missions qui sont importantes, le contrôle de gestion, voilà, qui est excellent, qu'il faut vraiment maîtriser les coûts. Voilà, donc, et puis bien sûr, de renforcer aussi le service des ressources humaines. Voilà. Je pense que l'élément le plus important en termes de coût, qui est autour de 10 000 € par an, c'est surtout sécuriser ce service de paye, parce que depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'agents qui sont succédés sur ce service-là. Il faut les former. C'est aussi une perte de temps pour les former. Et au moins, on a une sécurité dans la pérennité de ce service à un coût tout à fait raisonnable, et même certaines économies lorsqu'on sait combien ça coûte un poste de travail. En sachant que, bon, on n'a rien inventé, hein, donc beaucoup de collectivités se regroupent pour faire les payes, beaucoup de collectivités se regroupent pour faire de l'informatique, beaucoup de regroupes. En sachant que, bon, même au centre hospitalier, hein, d'ailleurs, ils sont transférés carrément dans des entreprises privées. Voilà. Bien, donc voilà ce qui va libérer quand même un peu de temps pour surtout nous permettre évidemment de travailler davantage sur les ressources humaines. Oui, M. Tilly. Simplement, vous pourrez demander au centre de gestion d'actualiser un peu leur convention, parce qu'ils parlent de bordereaux de versement acédique, de fiches navettes. Ça me fait un peu peur, les fiches navettes. J'imagine difficilement quelqu'un qui fait la navette et Beauvais qui amène une fiche. Et puis aujourd'hui, on parle de DSN, et le terme DSN n'est pas employé. Voilà, donc il faudra actualiser. Voilà. D'accord. OK. Bon, faut regarde un peu, évidemment, bien sûr, il faut la réactualiser probablement. Et puis avec la dématérialisation, ça. OK. Très bien. Voilà, donc traitement de paye. Et puis, c'est vrai que vu le contexte aujourd'hui sanitaire, eh bien, parfois, il y a des communes qui se sont trouvées en grande difficulté. Et je pense qu'on ne peut pas avoir une rupture sur les fiches de paye quand même. Voilà, sur les salaires. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques concernant ce transfert, cette adhésion plutôt? Je n'en vois pas. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Écoutez, c'est parfait. Voilà, et puis le point suivant, ce sont les demandes de subvention auprès de l'État pour l'année 2022. Ne perdons pas de temps et on va demander donc à Nacera de Pov de nous faire le point. Elle est où, Nacera? Oui, ah, ben oui. Ici. Bonsoir à tous. Donc, pour ces demandes de subvention auprès de l'État pour l'année 2022,
au titre du dispositif de dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, et ou de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, la ville de Marny-les-Compiègnes souhaite proposer les opérations suivantes. Donc, je les énumère, parce que c'est important. Donc, pour les travaux d'aménagement et d'extension du restaurant Le Pigeonnier, Action Cœur de Ville, le coût de l'opération est estimé à 350 000 € et une subvention d'environ 30% est souhaitée et représenterait 105 000 €. Pour les travaux de voirie à proximité de l'enseigne Intermarché, pour un coût estimé de 200 000 €, une subvention à hauteur de 50%, soit 100 000 €. Pour des travaux d'aménagement du parvis de l'hôtel de ville et de voirie dans le cadre d'une mise en sécurisation, un projet à 500 000 € et une subvention à hauteur de 30%, soit 150 000 €. Pour les travaux de rénovation énergétique sur les bâtiments publics, un projet à 150 000 € et une subvention estimée à 50%, soit 75 000 €. Pour la rénovation de couverture de la salle des associations rénovation thermique, donc un projet à 110 000 €, subventionnable à hauteur de 50%, soit 55 000 €. Pour la rénovation des vestiaires du stade Robert-Dubois, un projet à 150 000 €, subventionnable à 50%, soit 75 000 €. Et la réhabilitation des tennis, un projet à 2 millions €, subventionnable à 30%, estimé, soit 600 000 €. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les demandes de subvention pour les opérations que je viens d'énumérer et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à déposer auprès de l'État les dossiers de demande de subvention et à solliciter pour chacun d'eux la subvention la plus élevée possible. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Très bien. Alors, je vous rassure, hein, quand même, ce sont des estimations hautes. Hein, c'est des estimations, oui, on a pris des hypothèses hautes. Hein, donc, voilà. Donc, et en plus, ce sont des subventions qu'on va pouvoir cumuler avec d'autres subventions du département. En sachant qu'on aura un retour sur investissement, notamment sur le pigeonnier, puisqu'il y aura un loyer, hein, puisqu'on a fait un appel à projet et qu'on restera voilà, dans le domaine de la restauration. Mais il y aura un loyer, donc il y aura forcément un retour sur investissement. Sur le reste, évidemment, des demandes de subventions. Alors, pareil, hein, pour les travaux de feu, notamment du côté d'Intermarché, nous allons aussi, bien sûr, toucher la taxe d'aménagement. Hein. Ça, ce qui est aussi importante. Hein. Voilà. Et sur le reste, donc sur la réhabilitation des tennis, on est dans des hypothèses, bien sûr, puisque la programmation sera discutée avec l'association. Et donc, on est sur une hypothèse, bien sûr, où il y aura une tranche ferme, une tranche conditionnelle. Mais ça, ce qui est important, bien sûr, pour la réhabilitation du tennis, c'est surtout les cours. Voilà. Pour permettre, bien sûr, que le club puisse tourner de façon, voilà, de rentrer dans l'esprit des normes de compétition. Voilà. Et puis, sur les rénovations des vestiaires du stade, c'est se mettre aux normes, hein, puisqu'ils sont existants, et d'avoir aussi, bien sûr, une partie qui soit pour le football, bien sûr, pour l'USM, et puis, bien sûr, pour l'athlétisme. Oui. Juste un petit mot. Donc, effectivement, comme monsieur le maire vient de le dire, donc, c'est des estimations de travaux, mais il est très important d'inscrire les subventions déjà dans le pré-projet financier. Par exemple, pour le tennis, ça va permettre quand même de réaliser ces travaux en cumulant deux voire 3 subventions. On peut arriver à un reste à charge qui sera peut-être un peu moins que pour le stade Robert Dubois, mais quand même qui sera de l'ordre de au moins 60%. Et notre but en permanence dans tous les travaux qu'on fait, on fasse au minimum à 50-60% de subventions. Et lorsqu'on peut arriver à
Pour le tennis, on espère arriver à entre 60 et 70%. Mais c'est des sommes importantes, mais il est très important d'anticiper, comme dit Monsieur le maire, dans la programmation des subventions, parce qu'il faut penser aussi aux organismes auxquels on demande des subventions, parce qu'eux aussi, ils ont leur programmation, financement, etc. Et vous verrez, le deuxième, tout à l'heure, elle va continuer avec le conseil départemental. Donc, tout ça s'accumule. Enfin, voilà, donc on peut cumuler, on peut bien sûr, et puis on est tenu surtout par un calendrier, hein, en sachant que le calendrier est très serré cette année. Il faut que les demandes de subventions arrivent au conseil départemental l'État avant le 15 janvier. Donc voilà pourquoi on est amené bien sûr à délibérer ce soir, et on est vraiment sur des coûts d'opération d'estimation, hein. Je reste bien sur des estimations. Voilà. Très bien. Y a-t-il des remarques concernant ces demandes de subvention? On ne voit pas. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Donc on continue à demander de l'argent, Anna Serra? Alors cette fois-ci au conseil départemental de l'Oise, Voilà. Pour le programme d'investissement 2022. Donc effectivement, ces demandes doivent être transmises avant le 31 décembre. Ouais. Et donc concernent les travaux qu'on a énumérés. Je vais les reprendre. Donc pour les travaux de voirie à proximité de l'enseigne d'Intermarché, donc le montant de l'assiette subventionnable est de 200 000 euros. Pareil, les travaux d'aménagement du parvis de l'hôtel de ville et de voirie, le montant de l'assiette subventionnable est de 500 000 euros. Pour les travaux de rénovation énergétique sur les bâtiments publics, 150 000 euros. La rénovation de couverture de la salle des associations et rénovation thermique, 110 000 euros. La rénovation des vestiaires du stade Robert Dubois, donc 150 000 euros. La réhabilitation des tennis, 2 millions d'euros, soit un total de 3 110 000 euros. Voilà. Très bien. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'ensemble des projets subvisés avec la dépense hors taxe associée à chacun d'eux, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à déposer auprès du conseil départemental de l'Oise des dossiers de demande de subvention et à solliciter pour chacun d'eux la subvention la plus élevée possible, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Très bien. Merci. Voilà, donc on va pouvoir déposer nos dossiers assez rapidement. Donc on va être dans les temps et j'espère les premiers, quoi. Les premiers arrivés, ce seront les premiers servis. C'est comme ça. Voilà. Très bien. Pas d'abstention, pas d'avis contraire. Écoutez, c'est parfait. Voilà. Alors, nous allons continuer sur les ressources humaines et nous avons des créations de postes, des parcours emploi compétences. Donc c'est Donatienne Vierin qui nous fait un peu le point. Bonsoir à tout le monde. Donc, concernant la création des postes parcours emploi compétences, donc les PEC, au vu de la loi, du Code du travail, du décret et de la circulaire de la DGEFP, considérant que depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences. Ensuite, vu l'arrêté préfectoral et considérant que la mise en œuvre des PEC repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement, permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Considérant que l'autorisation de mise en œuvre des PEC est placée sous la responsabilité juridique du prescripteur agissant pour le compte de l'État, considérant que la durée initiale du PEC est de 12 mois, pouvant être prolongée sous condition dans la limite de 24 mois au total, à raison d'un minimum de 20 heures de travail par semaine et rémunérée sur la base du SMIC horaire. Considérant que la ville de Marny-les-Compiègnes choisit d'être acteur de l'insertion sociale
et par conséquent de développer sa démarche d'aide à l'insertion professionnelle pour des missions d'aide relatives. Au service administratif par la création d'un poste PEC d'agent administratif polyvalent, par la création d'un poste PEC d'agent d'entretien. Par ces motifs, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la création de 2 postes dans le cadre des parcours emploi compétences dans les conditions définies ci-dessus à compter du 1er janvier 2022. De préciser que le contrat établi à cet effet sera d'une durée initiale de 12 mois, renouvelable sous condition dans la limite de 24 mois au total. D'inscrire les crédits correspondant au budget de la commune, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat et à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour les recrutements. D'inscrire la création de postes au tableau des effectifs de la commune. Très bien. Donc, nous le verrons tout à l'heure, le tableau des effectifs, il va bouger. Donc, c'est 2 PEC. Donc, un qui sera affecté au agent administratif polyvalent et l'autre agent d'entretien. Voilà. Bon, bien sûr, hein, si ces agents, ça nous permet, bon, d'abord, 1, de leur mettre un pied à l'étrier, 2, de les former, 3, si ça se passe bien, il est évident qu'on peut les garder. Voilà. Et jusqu'ici, on peut dire que on est plutôt assez satisfait du recrutement que nous réalisons, puisque ce sont des gens qui sont plutôt, voilà, qui vraiment, ils sont motivés, ils sont attirés par la fonction publique, ils sont attirés par ces postes-là, donc il faut vraiment former, en sachant que dans les collectivités locales aujourd'hui, avec la pyramide des âges, nous avons besoin de beaucoup de recrutement. Et nous manquons beaucoup de secrétaires de mairie. Donc il faut former. Il faut former et je pense que c'est vrai qu'il y a des postes en ce moment voilà, pour voir dans beaucoup de collectivités dans notre département. Donc voilà, je pense que ça va nous permettre vraiment d'initier des jeunes et puis de pouvoir, bien sûr, de leur, voilà, si ça se passe bien, de pouvoir pérenniser leur emploi. Voilà. Très bien. Y a-t-il des remarques concernant ces agents, ces créations de postes? Oui, Jean-Paul Cabanet. Entretien, ça serait pour quel service? Donc, c'est quelqu'un qui va faire, surtout dans le cadre de la crise sanitaire, du ménage. Oui, mais parce que il me semble que j'ai vu sur un réseau social que la mairie recherchait aussi un agent d'entretien pour les écoles et qu'elle ferait en même temps la sécurité. Non, ça reste vraiment que dans la... Non, mais c'est la mairie. Pour savoir dans quel service cet agent d'entretien... c'est les services de la ville, hein, c'est-à-dire il sera affecté la ville, la mairie, le CCAS, voilà, mais ça ne sera pas dans les écoles. Ah, d'accord. Voilà. Mais il me semblait qu'on avait quand même externalisé le service entretien au privé. Donc on reviendrait un peu en arrière. Ça n'a rien à voir. Hein, c'est vraiment là, on est vraiment sur un recrutement spécifique là. D'accord. Mais ça ne nous empêche pas évidemment dans les écoles d'avoir un contrat d'entretien avec une société privée. Voilà. Mais pour certaines tâches, n'est-ce pas? Voilà. Et pas tout. Voilà. Très bien. En tous les cas, il y a une certitude, c'est que la crise sanitaire a révélé vraiment un changement total aussi, peut-être pour nous. C'est vrai que les entreprises privées, dans les écoles, etc., c'est bien, mais d'avoir des agents de la ville, donc qui, dans la crise sanitaire, entretiennent nos locaux, entretiennent nos services, eh bien, avec une grande disponibilité, avec plus de souplesse, probablement, la question se posera peut-être à terme, faudrait peut-être revenir à ces pratiques. Oui, voilà. Ça, c'est une question qu'il va falloir... Chut.
Donc, c'est... Très bien. Voilà. Il faut lui dire d'arrêter. Très bien. Donc, voilà, pour ce rapport, y a-t-il des remarques, des abstentions, des avis? Je n'en vois pas. Très bien. Alors, sur les points suivants, c'est des créations de postes. On continue. En ce qui concerne les créations de postes, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi, enfin une autre loi encore, vu le budget de la collectivité, vu le tableau des effectifs existants, considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante, compte tenu des nécessités de service, de modifier le tableau des emplois afin de permettre la mise au stage d'un agent contractuel, de recruter un contractuel sur un emploi vacant, la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour l'année 2021. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la transformation d'un poste d'adjoint technique à temps partiel, à savoir 26 heures, à temps complet pour une durée de 35 heures. D'autoriser la création d'un poste pour un contrat à durée déterminée sur une vacance temporaire de poste. D'autoriser la création de 2 postes d'adjoint administratif principal première classe à temps complet pour une durée de 35 heures. D'autoriser la création d'un poste d'ATSEM principal première classe à temps complet pour une durée de 35 heures. Okay. D'inscrire les crédits nécessaires au budget de la ville, de modifier le tableau des effectifs de la ville en ce sens et joint à la présente délibération. Très bien. Voilà, donc des créations de des glissements aussi, donc d'avancement de grade aussi, donc dans certaines filières. Voilà. Y a-t-il des remarques? Oui, Monsieur Léonard. Merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, je note que, du coup, on est sur 158 emplois créés et 124 emplois pourvus, alors qu'effectivement, il y a un an, on était sur 139 emplois créés, 117 pourvus. Bon, on a 7 salariés de plus, enfin 7 agents de plus en un an, dont 6 emplois temporaires en plus sur 11 créés. Il est intéressant, effectivement, de noter cette évolution qu'on peut lier à l'augmentation des services de la commune, et dans ce cas, on s'en félicite, ou bien alors peut-être à la question, comme vous l'avez relevé, du départ en retraite d'un certain nombre de personnels, peut-être effectivement aussi au service technique, puisqu'il devrait y avoir effectivement quelques départs en retraite prochains, si je ne m'abuse. Par contre, je remarque qu'effectivement, eh bien, il y a un certain nombre de postes qui ont été ouverts, et alors qu'ils ne sont pas pourvus, qui n'ont pas été fermés. Je comprends qu'effectivement, pour des raisons de ressources humaines, ça soit fait, et j'en vois moi-même l'utilité. Cependant, je me permets d'attirer l'attention de la commune sur les demandes répétées pour la bonne de l'État et des prescripteurs divers et variés pour la bonne administration de la commune. Il faut bien également penser à fermer les postes qui ne sont pas pourvus au bout d'un moment, ou bien alors effectivement à recruter. Voilà, je voulais le rappeler. Merci. Très bien. Mais oui, mais bon, alors vous avez bien effectivement entre les postes évidemment créés, effectifs créés ou pourvus. Bon, c'est vrai que pour faire ce toilettage, il faut effectivement passer par une commission technique paritaire, et donc ça sera fait puisqu'il faut la convoquer et bien sûr repasser le tableau des effectifs. Voilà.
Alors, je rappelle quand même que dans ce que nous venons sur quoi on va délibérer, hein, je rappelle qu'il y a une titularisation et de mise en stage d'un agent contractuel sur des postes existants, hein. Donc, une ASEM qui était déjà contractuelle chez nous et qui, elle, devient ASEM, évidemment, qui est prise chez nous, donc qui est confirmée. Dans les agents contractuels, ce sont des emplois vacants, donc c'est une ouverture de poste sur les deux. Voilà. Et sur les avancements de grade, nous en avons effectivement 5. Il reste effectivement un poste de disponible, plus 2 créations de postes. Donc, ce qui fait qu'il y a effectivement, vous avez raison, un petit décalage. Sur l'ASEM principale de première classe, c'est une création de poste. Nous avons effectivement aux affaires scolaires, c'est dans les affaires scolaires, donc c'est bien dans le cadre des ASEM. Et un adjoint technique principal de deuxième classe est une transformation d'un poste de 26 heures en 35 heures. Voilà. Donc c'est au foyer Edith Paf, c'est au CCAS. Voilà. Donc c'est bien pour compléter la délibération. Et puis, sur le tableau des effectifs, il est évident que nous allons passer devant la commission technique paritaire et de refaire le toilettage habituel. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques concernant cette mise à jour, à la fois, bien sûr, les créations de postes? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Sur le tableau des effectifs, pareil. Pas d'abstention, pas d'avis contraire. Bien. Alors après, nous avons une mise à disposition d'un service de remplacement de mairie auprès des communes entre l'agglomération et la région de Compiègne et d'une commune membre. Bon, là, c'est une mise à disposition. Donc, alors ça, c'est un souhait qui date. Hein, c'est l'agglomération. Alors, ce sont les maires qui souhaitaient... Alors, c'était plutôt destiné aux petites communes. Voilà. Donc, des mises à disposition d'un remplacement en cas de vacances. Alors, c'est vrai que les petites communes, souvent, c'est 1, 2, voire poste, c'est un maximum. Donc, nous allons recruter au niveau de l'ARC une secrétaire de mairie. Donc, elle a un poste, donc, elle est rédacteur. Donc, l'agglomération de la région de Compiègne donc, va probablement délibérer, si c'est déjà fait. Ce poste est déjà maintenant, voilà, et le recrutement a été fait. Donc, l'idée, c'est que nous puissions passer une convention avec l'ARC en cas de besoin, en cas vraiment de défection, de maladie, etc. On pourrait faire appel, bien sûr, à cette personne. Bon, vous avez cette mise à disposition. Je vous fais grâce un peu de toute cette lecture. Voilà, mais le coût. Donc, donc, la commune qui bénéficie s'engage à rembourser à l'agglo des charges de fonctionnement engendrées par la mise à disposition à son profit de l'agent à hauteur de 50% de la charge nette du coût du 10 personnes. Ce montant est fixé à 125 € par jour. Voilà. Donc, il se peut que nous ayons des besoins. Congé de maternité, congé de maladie. Et comme on va approcher à la période des élections, on va être un peu tendu, un flux tendu. Voilà. Donc probablement, même si ce n'était pas destiné aux communes moyennes et aux grosses communes, eh bien, on peut en avoir l'utilisation. Donc c'est pour ça qu'on prend cette disposition. Pas de sécurité, on ne sait jamais, on peut avoir des besoins ponctuels. Voilà. Y a-t-il... Oui, M. Léonard. Juste un point de mémoire, quand je vérifiais sur la base nationale de l'intercommunalité, il me semblait que le nom légal de l'agglomération de la région de Compiègne maintenant était l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Autonne. Il me paraissait important de le corriger pour la sécurité juridique de la... Oui, c'est l'Arc-Bas. Voilà. C'est Basse-Autonne. Absolument. Vous avez raison de le rappeler, c'est vrai. Et oui. Et d'ailleurs, la Basse-Autonne y tient. Voilà. Monsieur Tilly. Je voulais savoir si le montant de 125 €, c'était les 50% ou est-ce que c'était le... Alors, c'est le coût qui est demandé à la... C'est le prix qui est ce demandé montant est fixé à 125 € ou c'est 50% à la commune. de 125? C'est ce qui est demandé à la commune. C'est à la commune, 125 € par jour. Okay, voilà, c'est ça.
Par contre, je m'interroge, s'il n'y a aucun remplacement, que fait cette personne? Elle reste à l'agglo et bien sûr, elle est à la charge de l'agglomération. Mais D'accord. le directeur des services de l'agglo nous dit elle sera fort occupée. Voilà, elle sera fort occupée. Voilà. Bah, bien sûr. Voilà. Quelqu'un de compétent on en a fait la demande d'ailleurs pour la période qui est à venir, pour la période des élections. Je pense qu'on va avoir des besoins. Voilà. Très bien. Donc, y a-t-il des remarques concernant cette mise à disposition en cas de besoin, je dis bien entre l'Arquebas et les communes, bien sûr, adhérentes? Voilà. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je n'en vois pas. Voilà. Et là, nous arrivons à des modifications de règlement intérieur du service loisirs éducatif, et c'est Émilie Audinet qui va nous faire un point. Oui, effectivement, une petite modification du règlement pour apporter des précisions. Donc, les conditions d'accueil des enfants au sein des différents dispositifs confiés au service loisirs éducatifs Léo-Lagrange, que sont le périscolaire du matin et du soir, l'encadrement de la pause méridienne, les accueils de loisirs, ainsi que les modalités de gestion de ces dernières, sont définis dans le cadre du règlement intérieur annexé, donc annexe 5. Afin de faciliter le bon déroulement des activités et des accueils, il est important de définir un cadre clair et formalisé, et ainsi de préciser les modalités relatives au comportement des enfants. Donc, du coup, nous avons créé l'article 9, l'alinéa 9.2. à travers une grille graduelle des mesures d'avertissement et de sanctions telles décrites dans le tableau ci-dessous. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture de tout le tableau, simplement, on a donc identifié un certain type de problèmes, les manifestations principales que l'on pourrait rencontrer et du coup les mesures qui seront appliquées en fonction de ces dites manifestations principales. Donc du coup, les mesures peuvent aller du rappel oral du règlement, tout simplement, jusqu'à une exclusion définitive notifiée lors d'une rencontre des parents avec le responsable du service et notre adjointe en l'occurrence. Voilà, donc du coup, ce sont des petites précisions, ça évitera des petits soucis qu'il pourrait y avoir avec des parents. Comme ça, tout le monde est au courant, la règle est simple, et puis voilà, il n'y aura pas de clientélisme ou quoi que ce soit, on ne pourra pas nous taxer de faire du cas par cas mal avisé. Voilà, donc vu le Code général des collectivités territoriales et l'avis favorable de la Commission Enfance, Éducation et Jeunesse du 20 octobre 2021, considérant la nécessité d'approuver le présent règlement intérieur pour un meilleur fonctionnement des accueils de loisirs et périscolaires, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le règlement intérieur du service loisirs éducatif à compter du 1er janvier 2022, comme joint en annexe. Merci. Très bien. Bon, donc c'est une modification importante, voilà, et qui permet donc de bien cadrer, de mettre au clair les choses entre les parents, bien sûr, et la maison et le service enfance et jeunesse, le service loisirs. Voilà, ça, on aura des petites précisions. C'est une nécessité. Ça amène des précisions, ça évite les quiproquos ou les incompréhensions. Tout le monde est au courant en ayant la lecture du règlement, donc comme ça, voilà, c'est plus clair. Très bien, puis les parents vont, bien sûr, ils vont pouvoir en prendre connaissance. Voilà, ils ont toujours le règlement qui leur est présenté, qui signe, donc du coup, comme ça, ils ne peuvent pas l'ignorer, et puis c'est ça, des précisions nécessaires. Très bien. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a des... Oui, M. Léonard. Merci, très rapidement. Juste une micro-demande de précision. Est-ce que les sanctions sont automatiques ou bien alors est-ce que, justement, c'est une échelle de sanctions? Donc, c'est-à-dire que les sanctions peuvent aller jusqu'à la sanction prédéfinie, mais aussi entraîner une sanction préalablement notée, par exemple, pour un événement moins grave. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, je voulais dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on le sait, et à la fin de la convention est noté Bernard Hell, H-E-2-L. Or, comme tout le monde le sait, Hell, c'est l'enfer, et je voudrais quand même pas qu'on nous taxe en tant qu'amical opposant de vouloir diaboliser le maire en place, malgré toute l'affection que nous avons pour lui. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je suis pas trop formaliste. Je me fais pas. Donc, ce qui est important, c'est surtout le fond, évidemment, bien sûr, hein, de cette modification. Donc, je suppose aussi qu'il y a forcément, avant de mettre une sanction,
un dialogue. Voilà. Oui, oui, évidemment. Il y a On toujours un ne change dialogue. pas le fonctionnement. C'était juste pour amener des précisions, effectivement, pour que chaque parent soit au courant, même les enfants, puisqu'ils sont aussi confrontés au règlement, et que les animateurs de Léo Lagrange aient une référence, en fait. Comme ça paraît plus clair. Effectivement, comme on l'a dit, il y a différentes manifestations possibles. Là, c'est un éventail, mais on n'a évidemment pas tout décrit sur ce qui peut arriver, on en est bien d'accord. Donc, évidemment, on fait quand même du cas par cas. Maintenant, un cadre bien net, et je pense que ça évitera bien des problèmes. Moi, ça me paraît plus clair, ça nous a tous paru plus clair, c'était pour ça qu'on voulait en parler. Voilà. Oui, Astrid. Oui, si je peux apporter une précision importante, ce tableau, en fait, il émane des préconisations du défenseur des droits. Hein, il ne sort pas d'un chapeau magique. Oui, d'accord. Et donc, il est présent dans la plupart des règlements communaux sur ce type d'accueil. Donc, effectivement, la première étape, c'est le dialogue qui est fait avec les parents. Et d'ailleurs, c'est ce que le défenseur des droits recommande et sur lequel il insiste. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant ce tableau, il n'y avait rien, mais il y avait uniquement quelques lignes qui permettaient de laisser trop de vagues et trop d'appréciation personnelle à la démarche. Oui. Donc, il est important de cadrer, de préciser les choses pour l'ensemble des usagers. Et puis aussi, c'est un référentiel pour le service loisir éducatif, une base d'appui. Mais dans tous les cas, on est dans l'humain. Donc, forcément, on passe d'abord par un échange constructif avec les familles. Et vous vous doutez bien que la dernière étape, hein, l'étape ultime, n'est à envisager que vraiment dans des cas que je l'espère, on ne rencontrera jamais, extrême, et qu'en aucun cas, la solution qui serait privilégiée serait de renvoyer un enfant. Ce n'est pas du tout la démarche qui est recherchée en ce sens. Très bien. Bien, mais écoutez, je pense que tout le monde l'avait bien dans ce sens-là. Parfait. Bon, écoutez, jusqu'ici, on n'a jamais rencontré, jusque-là, de problème particulier. Voilà. Bien, sur ce règlement donc, et sa modification, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je n'en vois pas. Bien, après, nous avons une convention, donc un plan de relance socle numérique des écoles élémentaires. Oui, Voilà. c'est un point qu'on a déjà, travaillé, que l'on a déjà évoqué. Là, il s'agit de la signature de la convention avec l'éducation nationale, puisqu'effectivement, il s'agit d'un plan de relance qui a été présenté par le gouvernement concernant le numérique dans l'enseignement et la continuité pédagogique et administrative. Et donc, la commune a souhaité s'inscrire dans cet appel à projet pour réduire les inégalités scolaires et lutter contre la fracture numérique. Oui. Donc, il y a plusieurs volets essentiels dans cet appel à projet. Tout d'abord, l'équipement des écoles, le service ressources et numérique, et puis l'accompagnement à la prise en main du matériel. Donc, l'État a doté une enveloppe de 105 millions d'euros à compter de 2021 dans le cadre de ce plan de relance pour soutenir les projets pédagogiques. La commune s'est inscrite dans cet appel à projet, mais l'ARC a instruit pour nous les dossiers. Des commissions se sont réunies cet été et il s'est avéré que nous avons, l'ensemble des écoles élémentaires qui sont concernées. Donc, vous avez le détail du nombre de classes et que par rapport à cette dotation, nous avons deux volets, un volet équipement et un volet services et ressources numériques. Donc, un volet équipement qui est sur un montant global prévisionnel de 70 300 € et qui concerne des vidéoprojecteurs interactifs et l'ordinateur portable qui va avec pour 19 classes. Sur ce montant, nous avons une subvention de 33 865,11 €. Pas mal. Et pour la partie volet services et ressources numériques, un montant prévisionnel de 1 565,50 € sur lequel on a une subvention de 797,44 €. Oui. Donc, nous avons un reste à charge pour la commune de 37 202,95 €, ce qui représente à peu près un financement de la part de l'Éducation nationale d'environ 50% de la dépense. Oui.
Voilà, donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de financement avec l'éducation nationale. Alors, bien. on signe la convention, mais à la fin de la semaine, le rendez-vous est déjà pris dans les écoles pour faire un petit peu l'état des lieux et installer le matériel. D'accord. Donc, voilà. Très bien. Donc, on signe la convention. C'est l'éducation nationale qui nous... Voilà. D'accord. Ce serait bien de faire une signature officielle. Oui, la France. C'est une signature officielle, mais la convention se fait après les engagements pris. Bien sûr. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un calendrier pour la mise en place de ce Là, on a les premiers rendez-vous à la fin de la hein. semaine, et donc ce sera installé D'accord. et je pense opérationnel dès le début de l'année 2022. Dès 2022. Ok. Voilà, le matériel est commandé, voilà. Ah, c'est parti. Ok. Donc, le matériel est déjà commandé. Donc le matériel est déjà commandé, oui. Bon, ben, c'est parfait. Donc, alors. on avait le déjà dépôt de dossier a été fait au printemps, donc Bon, bah, un écoutez, an. Voilà. Déjà. C'était déjà inscrit au budget, on est sur une dépense 2021. Là. D'accord. On avait déjà inscrit au budget. La bonne surprise, effectivement, c'est que on arrive pratiquement à 50% de subvention, un tout petit peu moins, mais pratiquement. On reste pas Ça, loin, c'est- quand même. Au début, la subvention à témoin était de 17-18 000, donc on est remonté à 33 000, donc c'est déjà pas mal. Ça nous permet d'équiper toutes nos écoles. Donc là, tout ça, je pense que c'est Non. une opération pour les 10 ans à venir au moins. Donc, Ouais. Très bien. Bon, ça rappelle à Jean-Paul Cabadet des bons souvenirs, hein, puisque quand il a lancé l'informatique il y a quelques années, n'est-ce pas Jean-Paul? C'est ce que j'allais dire, parce que lorsqu'on a pris la municipalité en 95, bon, il n'y avait rien du tout au point de vue informatique, et la mairie de Margny était la première ville à avoir Internet dans les écoles. C'est-à-dire que là, je suis content parce qu'on rattrape tout le retard qu'on a accumulé depuis quelques années. C'est vrai. Donc pour nos écoliers, c'est très très bien. Voilà. Je savais que ça allait te faire plaisir. Très bien. En tout cas, excellente nouvelle pour nos écoliers. Merci. En tout cas, c'est un dossier bien mené et la DCI nous a bien accompagnés aussi. Ça, la mutualisation a bien fonctionné, a bien travaillé. Voilà. Bien. Écoutez, y a-t-il des remarques concernant cette rubrique donc de plan de relance socle numérique? On est dedans. Pas d'abstention, pas d'avis contraire. C'est parfait. Approbation de la convention territoire globale. Voilà. Vous voulez vous abstenir, M. Léonard? Effectivement, ne pas prendre vote, puisque, étant administrateur de la CAF, vous comprendrez D'accord. très bien. Très bien. OK. Alors, sur la convention territoire globale. Oui, donc il s'agit de l'approbation de la convention territoriale globale que vous avez en 6 et pour laquelle il faut des bonnes jumelles. D'accord. Donc cette délibération, elle sera votée dans l'ensemble des communes concernées par la convention et elle sera également votée demain à l'agglomération de la région de Compiègne. Donc l'agglomération de la région de Compiègne et Basse-Autonne, la caisse d'allocation familiale et les communes de l'agglomération de la région de Compiègne et Basse-Autonne souhaitent conclure une convention territoriale globale, CTG, pour formaliser un partenariat plus étendu que la seule compétence enfance-jeunesse de l'ancien contrat enfance-jeunesse, que l'on appelait CEJ. Donc la CTG est un nouveau mode de partenariat qui permet de soutenir un projet de territoire partagé en déterminant les enjeux communs entre la CAF et les collectivités. La CTG regroupe un ensemble d'engagements de la CAF sur le territoire sans se substituer aux dispositifs existants. Elle vise à renforcer la cohérence des interventions. Donc, la CAF a présenté le diagnostic élaboré en concertation avec les collectivités locales. Donc, ce diagnostic, vous pouvez l'avoir dans les documents annexés. Les actions possibles à contractualiser par le biais de CTG entre les parties sont regroupées dans les domaines suivants. Donc, domaine de la petite enfance, de la jeunesse, de la parentalité, de l'animation de la vie sociale et de l'accès aux droits. Le projet de convention joint au rapport présente les champs d'intervention respectifs et partagés entre les acteurs, les moyens mis en place, les modalités de fonctionnement et de décision, la communication, l'évaluation. Donc, la durée de cette convention est de 4 ans,
à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2024. Et il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention territoriale globale et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Donc nous, sur notre territoire de Marny-les-Compiègnes, on n'est pas concerné évidemment par l'ensemble des objectifs de la convention territoriale globale, puisqu'elle se traduit par des fiches, ce qu'on appelle des fiches actions, avec des objectifs, des enjeux, des objectifs et un diagnostic et des moyens. On est concerné notamment sur le multi-accueil qui va être créé à la Prairie, sur nos dispositifs jeunesse par l'intermédiaire de la délégation de service Léo Lagrange, sur l'accueil des enfants porteurs de handicap, qui est là aussi géré en délégation de service public avec la Léo Lagrange, et sur la partie concernant la coordination et la coopération à travers un coordinateur au niveau du territoire. Bien. Donc, ça remplace finalement le contrat... Alors, ça remplace le contrat enfance-jeunesse, Oui, mais c'est beaucoup plus élargi puisqu'on y intègre une dimension sociale et une dimension accès aux droits et fracture numérique. Bien. Donc, c'est beaucoup plus élargi que la simple convention que l'on avait auparavant sur le contrat enfance-jeunesse. Très bien. Voilà, donc c'est un partenariat qui est fait avec la CAF. Après un diagnostic de territoire qui nous a été présenté, on a travaillé effectivement sur ces fameuses fiches actions en fonction des orientations, puisque toutes les communes n'ont pas le même fonctionnement. Donc, chaque commune, il y a certaines fiches actions qui sont concernées par certaines communes, d'autres. D'accord. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est important. Hein. Je crois qu'évidemment, il y a un retour sur investissement, forcément. Donc, la DSP Léo Lagrange, qui est quand même pas une petite DSP. Donc, il y a un retour extrêmement important sur le plan financier. Le multi-accueil, les deux multi-accueils, puisque le prochain verra jour fin 2022, début 2023. Donc, avec un mécanisme de contrat d'objectifs et de moyens, probablement, et puis donc de mesurer, de quantifier toutes nos actions, et donc par ce biais-là, de pouvoir avoir de retours assez importants de subventions tout de même bien justifiés, quoi, bien utilisés. Oui. Voilà. Bien ciblés même d'ailleurs, puisque c'est assez bien fait. Voilà. Suite à cela, un bilan et un diagnostic et une évaluation doivent être opérés. Annuellement. Selon le calendrier prévu par la fiche. Très bien. Parce qu'en fait, il y a une gradation au niveau des actions. Bon, bah écoutez, ça change un peu de la... Voilà, on ne travaille plus au forfait, ça a changé. Une évolution des mentalités aussi. C'est évident. Habiba, peut-être un petit mot là-dessus? Oui, bien sûr. Oui, une évolution, mais surtout, il y a des prestations auxquelles on n'avait peut-être pas le droit, ou qu'on ne demandait pas, en tout cas pour Compiègne. Je sais qu'on a pu déposer des fiches actions qui vont nous permettre d'aller chercher des subventions supplémentaires et de développer certaines compétences, notamment l'animation de la vie sociale. Il y a une action qui concerne par exemple la création d'un centre social. C'est grâce justement à cette convention qu'on a pu accéder à ce type de nouvelle action, en fait. Très bien. Parce que ce que disait la CAF, c'est qu'il y avait un peu un manque de lisibilité, en fait. Ouais. Et cette convention territoriale, justement, rend plus lisible en fait le maillage intercommunal des différentes actions qui sont menées dans les différentes communes. Très bien fait. Ouais. Ok. Parfait. Donc l'AGLO, elle signe aussi. Oui, on le passe demain en délibération. Ok. Très bien. Parfait. Y a-t-il des remarques concernant cette convention de territoire globale? Pas de remarques particulières. Je suppose que M. Léonard ne peut pas prendre vote, c'est ça? Très bien. Effectivement, merci. Voilà. Très bien. Y a-t-il donc des abstentions, des avis contraires? Je n'en vois pas. Écoutez, merci. Il n'y a plus qu'à. Après, nous avons une convention donc, avec le syndicat donc, SE60, cadre de l'appel donc, à manifestation d'intérêt de notre commune. Donc, c'est Michel Panot-Dubreuil qui va nous en faire le point. Voilà. Oui, bonsoir. Donc, ça fait suite effectivement à la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt Demain notre commune, auquel on a répondu et sur lequel nous avons été retenus par le syndicat de l'énergie de l'Oise.
cette convention qui propose d'accompagner les collectivités locales dans leurs efforts de transition énergétique et écologique par la mise à disposition d'une ingénierie dédiée, gratuite en tout cas pour 15 jours sur 15 hommes-jours sur 3 ans. Alors, je rappelle que ce programme vise à aider les communes à atteindre les objectifs de la loi énergie-climat relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Donc, c'est des objectifs sur les années 2030 à 2050, réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à 1990, neutralité carbone en 2050. Réduction de 50% de la consommation énergétique en 2050 par rapport à 2012, réduction de 40% de la consommation de combustibles fossiles à l'horizon 2030, atteinte de 33% d'énergie renouvelable dans les mix énergétiques et une réduction de la part du nucléaire à 50% à l'horizon 2035 au profit des énergies renouvelables. Alors, ça paraît loin peut-être pour nous, mais ce n'est pas si loin que ça pour nos jeunes. Donc, il est important de s'en soucier. Cet accompagnement sera réalisé donc gratuitement sur la base de la prise en charge de 15 jours ETP sur la durée de la convention, donc ça fait 5 jours par an, avec possibilité d'aller plus loin, on le verra. On le voit dans la convention, on peut demander plus de jours, et là, le montant est de 300 € par jour supplémentaire. Les missions possibles peuvent être d'analyse, de préconisation, de conseil, d'animation. Il y a des prestations importantes en termes d'animation, non seulement avec le syndicat, mais aussi avec les structures partenaires pertinentes pour la mise en œuvre de nos actions de transition énergétique et écologique. Ça ne se limite pas à l'aspect énergétique. Alors, vous pouvez voir dans la convention les compétences proposées en termes de missions de conseil et d'appui, en termes de missions d'animation, participation à des événements relatifs à la transition énergétique, l'appui à la réalisation de documents de communication. Ça peut être intéressant sur ces sujets. Donc, considérant que le SE60 exerce des compétences d'énergéticien auprès des collectivités, et donc on a signé une convention par ailleurs sur le suivi énergétique, par ailleurs, et dispose d'un service dédié à la planification énergétique. Le SE60 a élargi ses compétences en matière d'action, efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables, et donc cherche, de par sa vocation, à mutualiser du personnel spécialisé dans ces domaines pour les collectivités. Du coup, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention avec le syndicat d'énergie de l'Oise dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt demain notre commune, de s'engager à en respecter les conditions fixées dans la convention cadre qui est annexée et d'autoriser le maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de la présente délibération. Donc, encore une fois, c'est une convention qui vient en complément de la convention qu'on a déjà passée pour la partie purement suivi énergétique, diagnostic, travaux. Voilà. Bon, ben écoutez, en tout cas, ça nous permettra de lutter, si j'ai bien compris, surtout sur nos bâtiments, notamment, qui, pour certains, sont un peu des passoires de perte d'énergie, et probablement des économies à terme. Et c'est aussi une manière intelligente de lutter contre le réchauffement, bien sûr, climatique. Et ça peut être appliqué sur notre programme de rénovation énergétique, mais aussi, dans certains travaux, prévoir, par exemple, des petites centrales de production d'énergie, des centrales solaires, d'énergie électrique ou thermique. On peut travailler sur du solaire thermique. Enfin, c'est toute énergie confondue. Ça peut être aussi des choix que nous faisons au niveau de nos transports et de l'impact énergétique. Les mobilités douces contribuent aussi à diminuer la consommation d'énergie sur notre commune. Donc voilà, c'est plus global que la simple convention déjà passée sur la rénovation énergétique de nos bâtiments. Complètement. Très bien. C'est beaucoup plus large, en sachant que sur des missions de conseil et d'appui,
sur les études d'opportunité sur la mise en œuvre d'énergies renouvelables, il y a un quartier qui pourrait effectivement faire l'objet de la géothermie ou même de la un réseau de chaleur, hein, notamment, on parle aussi. Donc, probablement sur le quartier de Gare, puisqu'on voudrait en faire un éco-quartier. Je pense que c'est très important probablement de s'appuyer sur leurs conseils. Je pense que c'est important. Et puis, peut-être aussi, ça peut être un guide, je pense, notamment aux entreprises qui s'installent sur les zones d'activité, notamment là, je crois que ça pourrait aussi nous aider. Donc, avec des différents chefs d'entreprise dans l'élaboration et puis dans la création aussi de leurs bâtiments, de les accompagner aussi. Oui, voilà. Par exemple, travailler sur des cahiers des charges appropriés en termes de réduction des consommations d'énergie. Par exemple. Voilà, tout à fait. Très bien, oui, bonne idée. Absolument. Voilà, donc c'est quand même une convention importante qui nous engage, donc de façon bien sûr graduée, hein, voilà, jusqu'à l'horizon 2050. Voilà, mais en tout cas, le SE60, c'est un syndicat d'énergie, mais en même temps, voilà, et qui travaille de façon, j'ai envie de dire, beaucoup plus transverse. Et ça, c'est très important pour nous. Voilà, et puis de l'accompagnement et de l'ingénierie. Et donc, il est prévu tout début 2022 une réunion avec le SE60, une fois passée cette convention, pour cadrer précisément nos besoins. D'accord. Hein, ils nous connaissent déjà, ils connaissent notre avance sur le sujet, mais voilà, l'objectif, c'est de bien caler nos besoins et les modalités de travail début 2022. Très bien. OK. Y a-t-il des remarques sur ce sujet? Pas d'abstention, pas d'avis contraint. Parfait. On continue avec le SE60 et là, on transfère de compétences d'investissement, donc de l'éclairage public au SE60. Ça, c'est quand même un grand pas aussi. Voilà. Oui, alors ça fait suite également à la convention de suivi énergétique que nous avons passée avec eux pour une durée de 5 ans. L'idée est de transférer la maîtrise d'ouvrage de la création et du remplacement de nos points lumineux pour obtenir ainsi des subventions à hauteur de 25% pour chaque investissement. Donc c'est bien la maîtrise d'ouvrage, investissement, il s'agit bien, et non pas du fonctionnement. Hein. Donc 25% pour chaque investissement réalisé, ainsi que de meilleurs tarifs sur les travaux. À titre indicatif, sur le montant passé en 2021 de 150 000 euros sur ce sujet-là, nous aurions fait une économie de 40 000 euros. Donc la ville de Marny reste propriétaire de ces installations. Hein, ce n'est pas une délégation de l'investissement, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc assure la maintenance, paye l'assurance, la consommation électrique. Les investissements sont décidés en concertation entre le SE60 et la ville de Marny-les-Compiègnes en fonction du diagnostic qui aura été réalisé suite à ce transfert. Donc voilà, c'est une manière de renforcer nos actions en faveur de la transition énergétique tout en améliorant nos performances financières, monsieur l'adjoint aux finances. Donc il est demandé au conseil municipal de transférer au syndicat d'énergie 60 la maîtrise d'ouvrage des travaux suivants, tous les investissements sur les installations d'éclairage public, notamment des extensions, des renforcements, des enfouissements, le renouvellement, rénovation, mise en conformité, amélioration diverses et de façon générale, toute étude générale ou spécifique corrélative à ces travaux et à leur réalisation, notamment des actions de diagnostic de performance énergétique ainsi que la collecte des certificats d'économie d'énergie, ce qui est intéressant également en termes de cofinancement. L'enfouissement, pour information sur l'enfouissement des réseaux, dans le cadre du budget participatif, on a 3 demandes. Parmi les idées proposées, 3 demandes ça m'étonne pas. Distinctes d'enfouissement des réseaux. Alors, ce n'est pas un sujet simple, mais faut l'envisager. Peut-être qu'il faudra l'envisager progressivement. Tout à fait. Très bien. Donc, on garde quand même la main. Je voudrais rassurer l'adjoint aux finances quand même. On garde la main à la fois sur le montant,
sur l'investissement, mais on garde aussi la main sur notre taxe des... Enfin, voilà, on la conserve. Bon, bien sûr, hein, l'idée, vous l'avez bien compris, hein, les enfouissements de réseau, c'est quelque chose d'onéreux et qu'on peut envisager de façon, je dirais, phasée. Il faut phaser, probablement. Et il faudra regarder aussi, puisqu'il y aura des renouvellements de canalisation, etc. Donc, il faudrait qu'on arrive à la fois, donc, dans le renouvellement qui sera programmé de canalisation, quand on ouvrira la voirie, il faudra qu'on le fasse aussi de façon, je dirais, concertée, y compris pour l'enfouissement des réseaux. C'est pas la peine d'ouvrir deux fois la voirie. Donc, moi, je reste persuadé qu'effectivement, c'est une très, très bonne convention et de compétences, puisqu'on s'appuie sur quelqu'un, évidemment, voilà, un syndicat qui sait faire, voilà, qui a de l'expertise. Et nous avons d'excellents administrateurs qui nous représentent au SE 60. N'est-ce pas, monsieur Recton? Voilà. Très bien. Y a-t-il des remarques concernant ce transfert de compétences et d'investissement en éclairage public? Monsieur Christopher Perron, c'est une bonne chose? Oui? Alors, que pense notre délégué? C'est une très bonne chose, puisque simplement, en fait, ils maîtrisent leur sujet. Ça va nous faire des économies, ça va nous faire nous dégager du temps pour nous concentrer sur autre chose, et puis de toute façon, travailler avec les mêmes prestataires, parce que les prestataires actuels sont les prestataires du SE 60. Ouais. Donc, concrètement, si on fait des économies et qu'on arrive à récupérer de l'argent sur l'investissement, et puis aller, on va dire, l'utiliser ailleurs, c'est avec... c'est une très bonne chose, quoi. C'est tout. C'est pas... Très bien. Voilà. Ok. Voilà. Pas d'autres remarques? Pas d'abstention? Pas d'avis contraint? C'est parfait. Après, nous avons un renouvellement donc, de la convention entre les communes membres, bien sûr, de l'Arc-Bas et le centre de supervision intercommunale, Monsieur Recton, qui va nous faire un point. Merci, Monsieur le maire, de me laisser la parole. Donc, à compter du 1er janvier 2022, nous devons reconduire la convention entre les communes membres et l'agglomération pour le centre de supervision intercommunale pour une durée de 5 ans. Les principes suivants sont appliqués. Chaque commune qui le souhaite assure les investissements initiaux sur son propre territoire. L'acquisition de caméras. Donc, pour remonter un petit peu dans le temps, nous disposons à l'heure actuelle de 13 caméras qui sont installées sur la commune. 4 nouvelles caméras seront installées dans le premier trimestre sur le quartier Paramé, qui avait été voté sur le budget 2021 et en raison de la crise du Covid, donc n'avait pas été réalisé. 7 nouvelles caméras seront installées pour un budget restant à la charge de la commune, après subvention du conseil départemental d'environ 70 000 €. L'ARC apporte son assistance aux communes et assure l'exploitation du centre de supervision intercommunale. La mutualisation concerne les 3 postes suivants. Les moyens humains du CSI, qui sont constitués de 11 opérateurs, d'un responsable de service et d'un technicien. La maintenance qui regroupe 3 domaines, le réseau intercommunal de fibre optique, le réseau intercommunal de vidéoprotection, les différents systèmes du CSI, maintenance matérielle et logicielle. Les autres charges d'exploitation, coûts, locaux, fluides, fournitures de bureaux et frais divers. S'agissant des coûts d'exploitation, l'ARC supporte 60% des charges et les 40% restants sont répartis entre les communes adhérentes selon une clé de répartition basée sur les 2 variables, nombre d'habitants et nombre de caméras. Pour notre commune, le pourcentage est de 4,40% pour un montant de 13 211,39 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir avec l'agglomération de la région de Compiègne. Très bien. Donc, c'est une excellente, je dirais, mutualisation, puisque 60% de la charge donc, est prise par l'agglo et le reste est réparti sur les communes. Alors, l'idée, c'était que ça permette aussi à toutes les communes d'y accéder, y compris les petites communes qui ont des petits budgets. Donc, alors, il est évident qu'il faut à la fois miser sur des nouvelles caméras, mais aussi penser à renouveler les anciennes qui deviennent parfois obsolètes très vite. Donc, il faut faire
un diagnostic. Et ce qui est important aussi dans ce rapport, peut-être en profiter pour rappeler quand même qu'il serait bon d'avoir un espèce de rapport d'activité annuel de l'activité du CSI, que l'ensemble évidemment des communes membres, enfin adhérentes, puissent, j'ai envie de dire, prendre acte au sein de chaque conseil municipal. Je pense que c'est important d'avoir des rapports d'activité de ces équipements. Donc, en tout cas, c'est un souhait, et je pense qu'il faut effectivement que nous puissions l'intégrer, peut-être là, de le réclamer. Je pense que c'est indispensable. N'est-ce pas, M. Riton? Tout à fait, monsieur le maire. Donc, justement, on va demander à pouvoir être plus informé, en fin de compte, de l'utilisation et surtout de la compétence du CSI. Voilà, ça c'est important. Voilà. Et puis, autre élément qu'on a constaté aussi entre certaines caméras d'hommes et fixes, il serait bon aussi que là aussi on revoie un peu peut-être notre copie. On s'est rendu compte justement que les entrées et les sorties de notre commune étaient très mal surveillées, et donc on a mis en place justement un nouveau plan. Donc je voulais vous faire don de l'implantation. Donc nos caméras seront installées à avenue Raymond Poincaré, le boulevard de la Première Avenue, le rond-point rue de Beauvais, la rue Paul Doumer, la rue Molière et la rue Pierre et Marie Curie. Donc ce sont des points qui n'étaient pas surveillés spécialement, et donc on va justement mettre des caméras en fixe de manière à pouvoir suivre l'événement qui se produit, plutôt qu'à l'heure actuelle avec le dôme, tous les 5 secondes, la caméra change de position. Bien sûr. Et puis, autre élément, et pas des moindres, c'est aussi la continuité des images entre les communes, parce que quand on voit l'imbrication entre Compiègne-Marny, je pense que, par exemple, quelqu'un qui est sur un scooter qui l'a volé et qui passe sur le souterrain et qui arrive au rond-point qui est sur le Petit Marny, et que là, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait des zones blanches, quoi. Il faudrait qu'on puisse le suivre, de ne pas le perdre, quoi. C'est le projet, justement. On a revu complètement le plan d'implantation de ces caméras, de manière à pouvoir avoir une continuité, justement, dans le suivi, dans le déplacement des gens qui sortent et qui rentrent de notre commune. Eh oui, très bien. OK. Très bien. Donc, cette convention entre les communes membres et, bien sûr, entre l'agglomération et la commune de Marny, dans le cadre du CSI, en sachant que nous pouvons à tout moment, puisque la possibilité de garder la main, quand même, hein, tout à fait. Semble-t-il. Nous disposons d'un centre de surveillance en mairie, donc dans les sous-sols, où justement on peut aller revisionner certains événements. Voilà. Très bien. Y a-t-il des demandes? Oui, monsieur Léonard. Alors, merci, monsieur le maire. Juste, toujours une question de formalisme. On est sur l'ARCBA. Alors, comme toujours, c'est du formalisme, mais c'est important, puisque parfois, on sait très bien qu'il y a des mauvais plaisants qui peuvent insister là-dessus. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu. Puisque je regardais, par exemple, la ventilation calculée, et je voyais, par exemple, que la Croix-Saint-Ouen paye moins que nous, mais à environ 2,5 fois plus de caméras. Saint-Jean-au-Bois, à 60% du nombre de caméras qui est proposé, mais paye 15 fois moins. Alors, je comprends qu'effectivement, il puisse y avoir des nécessités de solidarité entre les communes, mais néanmoins, il est toujours préconisé que la solidarité dans les différentes communes d'une interco se fasse par un meilleur partage des ressources. Or, je sais que vous êtes, comme moi, très attaché à un meilleur partage des ressources financières au sein de l'ARC. Merci. Très bien. Donc, ce qui a été réalisé, oui, alors il y a effectivement une notion d'habitant. Donc, on n'a pas mis évidemment le potentiel fiscal, le potentiel financier. C'est sûr que ça aurait changé complètement la donne. Voilà.
Mais bon, alors ce calcul a permis surtout aux petites communes qui ont des petits budgets, vous l'avez bien compris, de pouvoir y accéder. Voilà, mais c'est vrai que si on regarde, si on le ramène au potentiel financier et fiscal de certaines communes, c'est vrai qu'il y aurait besoin d'un petit correctif. Mais on a fait le choix du nombre d'habitants. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. L'adjoint finance peut nous rajouter, oui. Oui, juste, c'est une très bonne question. Là. Avec toutes nos relations financières avec l'ARC, de temps en temps, le nombre de populations revient. Parfois, ça revient en notre faveur. Lorsqu'on a négocié la dotation de solidarité, etc., on a réussi d'avoir voilà, 35-40 000 euros parce qu'on a forcé sur la population et on a introduit cette notion de population dans le calcul de la dotation. Là, c'est vrai, et c'est une très bonne remarque, notre nombre d'habitations, on peut dire que c'est un peu défavorable par rapport au nombre de caméras, mais c'est un avantage, ça veut dire toutes nos futures caméras, ils seront moins chers si tu implantais une deuxième caméra, par exemple, je sais pas moi, à la quoi, à Jo, etc. Donc c'est vrai qu'avec le nombre de 13 caméras qu'on a actuellement, ça paraît effectivement un peu plus cher que d'autres communes, mais dorénavant, les 4 caméras on va installer et le prochain caméra ramené à l'unité, ça va nous coûter moins cher. Voilà. Ok, ça sera proportionnellement voilà, donc, au nombre de caméras. Merci pour la précision. Mais ça vaut le coup de demander du RAB un peu, peut-être, si on peut. Absolument. Bon, ce qu'on espère, bien sûr, hein, c'est qu'il y ait plus d'adhérents, plus de communes, et forcément, ça diminuera les coûts. Voilà. Très bien. Bon, voilà pour ce renouvellement donc, entre nos communes. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je n'en vois pas. Donc là, on change de registre et on est sur l'urbanisme et des dénominations de voies, donc dans le quartier de la Prairie 2. Et c'est Zadier Blanc qui va nous faire un point là-dessus. Après une longue concertation, enfin même un vote, enfin voilà. Donc, il y a tout... c'est bien. Alors, on arrive à quel résultat alors? Oh, il marche pas. Il veut pas marcher, le micro. Pourquoi? Ah ben voilà. Si, ça marche. Je suis prête. Quel gentil, ce Jérôme. Merci, Jérôme Capron. Voilà. Ça y est, ça marche. Très bien. Merci. Donc, nous allons vous parler de la dénomination de voie à la ZAC de la Prairie 2. Située à cheval sur les communes de Marny-les-Compiègnes et de Venette, cette ZAC de la Prairie constitue le plus grand foncier disponible à urbaniser au sein du cœur de l'agglomération de la région de Compiègne. La vocation de la ZAC de la Prairie est majoritairement résidentielle, avec un apport de mixité sociale. On y trouvera donc des logements sociaux, des logements en accession sociale, des logements intermédiaires, des logements en accession privée et tant en maison qu'en collectif. Et tout ceci aura pour effet de rendre le quartier plus attractif, tout en permettant aux communes de Marny-les-Compiègnes, de Venette, mais aussi à l'Arc, de maintenir un niveau suffisant en termes de logements sociaux. Ceci aura pour effet également d'assurer une mixité de typologie au niveau de ces logements. Par ailleurs, des bâtiments à vocation tertiaire sont prévus à cet endroit et permettront à la fois une mixité de fonctions et également un écran entre les logements et la voie ferrée, qui se trouve pas loin. Les premiers logements seront livrés dans le courant de l'année 2023. 2 avenues étant situées à cheval sur les communes de Marny-les-Compiègnes et Venette, il convient que chacune des communes choisisse la dénomination de l'une des 2 avenues. C'est ainsi que la commune de Venette a choisi le nom Samuel Paty et délibère d'ailleurs à ce sujet aujourd'hui, 14 décembre. De notre côté, nous avons invité les Margnotins
à choisir par vote le nom des futures voies de ce quartier en création dans notre ville. Les dénominations dont il est question portent sur une avenue, 5 rues, une allée. Et ceci parmi une liste de... Le choix, en fait, est à faire parmi une liste de 12 noms. L'idée était de trouver des dénominations qui favorisent l'équilibre homme-femme dans le choix des noms de rues. Donc, la liste qui a été présentée est strictement paritaire. Donc, on pourra de ce fait, à notre niveau, accroître la parité dans ce domaine, puisque en France, seulement 5% des rues portant un nom de personnalité sont féminisées. Donc, ensuite, le vote dont il est question était ouvert du 2 au 30 novembre, et donc aujourd'hui il est clos. Et les noms retenus sont les suivants. Pour l'avenue, Simon Veil. Pour l'allée, Camille Claudel. Pour les 5 rues, Lucie Aubrac, Simone de Beauvoir, Madeleine Bresse, Alexandre Gandois et Salem Nasser. Il est demandé au conseil municipal de décider des noms de ces différentes voies, comme indiqué ci-dessous. Avenue Simon Veil, voie nouvelle 1. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un plan qui est annexé, en fait. Très bien fait, oui. Donc, sur le plan, vous verrez facilement. Alors, donc, je reprends. Avenue Simon Veil, voie nouvelle 1. Avenue Samuel Paty, voie nouvelle 2. Et je rappelle qu'il s'agit d'une proposition faite par la commune de Venette. Allée Camille Claudel, qui correspond à la voie piéton cycliste sur le plan. Rue Lucie Aubrac, voie numéro 5. Rue Simone de Beauvoir, voie numéro 6. Rue Madeleine Bresse, voie numéro 7. Rue Alexandre Gantois, voie numéro 8. Rue Salem Nasser, voie numéro 9 sur le plan. Voilà, j'en ai terminé. Parfait. Bien, écoutez, voilà une dénomination donc concertée, on a fait participer. Bon, je pense que la prochaine fois, ce qui serait pas mal, c'est de faire participer aussi les écoliers, les écoles. Je pense que c'est important. Bien, bon, pour nous, la grande avenue, ça sera Simone Veil. Je pense que c'est bien, une grande dame, donc qui mérite bien d'ailleurs cette avenue. Voilà, Venette ont fait leur choix, nous avons fait le nôtre, donc nous aurons le plaisir de faire une belle inauguration, en tout cas, quand ça sera l'arrivée des premiers immeubles, donc on pourrait peut-être même imaginer une belle petite cérémonie, ce qui serait assez sympathique. Bon, on a fait un grand bond, en tous les cas, pour les femmes, là, je crois qu'on a rattrapé notre retard. En revanche, bon, ce qui est bien aussi, je suis ravi parce qu'on a mis aussi un ancien combattant donc d'Afrique du Nord. Donc ça, c'était un souhait d'ailleurs du président de la République qui incitait les collectivités en ce sens. Et je trouve que c'est une excellente initiative. On demandera donc à M. Macron de venir l'inaugurer. Il faut qu'on se dépêche. Voilà, pourquoi pas. Bon, et je trouve que c'est vraiment d'excellents choix et voilà, une bien concertée. Je pense que c'est une excellente initiative dans ce nouveau quartier. Voilà, donc ça rejoint aussi la préoccupation de Frédéric Tilly, qui le souhaitait aussi. Et je pense qu'on a vraiment là, je pense quelque part, un choix qui est plutôt assez bien, et même je dirais très 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 bien pour cette Prairie 2. Voilà. M. Tilly voulait peut-être nous dire un petit mot, oui. Oui, je voudrais dire qui finit bien. Oui. J'avais, lors du dernier conseil, effectivement demandé à ce que des noms de rues féminins soient donnés sur Marny, notamment dans ce quartier de la Prairie. J'ai eu quelques frissons au moment où j'ai reçu le nom, puisqu'en fait, on nous proposait 6 noms d'hommes, 6 noms de femmes, en plus de celui de
de l'avenue principale. Ouais. Je me suis dit, si les Margnotins votent que pour des hommes, on se retrouve avec 6 noms de rue masculins en plus d'une avenue féminine. Ouais. En plus, je m'aperçois que dans les noms féminins proposés, il y a le nom d'une présidente d'une association qu'on peut qualifier de pétainiste. C'était une ligue enfin une ligue catholique familiale entre 41 et 44. On sait à peu près à quoi servaient ces ligues. Et puis finalement, je trouve que 5 noms féminins, 2 masculins, c'est très bien, c'est un bon équilibre. Oui. Le choix d'un militaire, Salem Nasser, je trouve que c'est très bien. Ouais. Parce qu'il faut quand même que la France aussi a une histoire. Très bien. Et que des prénoms qui sortent du calendrier habituel, c'est pas mal. On peut avoir des prénoms qui ne sont pas dans la tradition française. Très bien. Voilà. Ok, super. Merci pour cette intervention. Voilà, d'autres remarques? Parfait. Mais écoutez, il n'y a plus qu'à. Voilà, dans ce nouveau Juste quartier. une petite intervention. Ça serait bien que la prochaine fois, l'opposition soit mêlée au choix des personnes. Ça aurait évité justement de mettre cette personne qui, je pense, par erreur, a été proposée au choix des Margnotins. Voilà. Je parle de Madame Bourret. D'accord. Voilà. Très bien. Oui, Astrid. Alors, le nom, pour apporter des précisions, que tout le monde sache pourquoi ce nom a été choisi, en tout cas à première vue, il est tiré du livre de François Calais, donc le célèbre historien sur le Compiègnois qui a écrit de nombreux ouvrages. Et celui-ci ne mentionnait pas effectivement les détails que vous avez soulevés. Néanmoins, il y a des recherches qui ont été faites au niveau des archives intercommunales qui nous ont donné un petit peu plus d'informations sur son rôle et ses missions, mais sans effectivement nous informer de l'association. Voilà, de cette association effectivement dont les les tendances étaient peut-être un peu l'approche du régime pétainiste. Voilà, approche du régime pétainiste. Bon, en tout cas, donc effectivement, on avait quand même recherché un petit peu plus d'informations, mais pas suffisamment apparemment auprès des archives intercommunales. Bon, en tout cas, ça a été écarté. Voilà. Pas de souci, pas d'ambiguïté, c'est parfait. En tout cas, ce soir, nous votons unanimement sur des choix bien pesés et en tout cas bien concertés. Voilà. Y a-t-il des remarques, des abstentions, des avis contraires? Je n'en vois pas. Parfait. Et donc là, on a une participation donc, au projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Donc, on revient un peu sur le sujet parce qu'il y a eu des modifications. Voilà, Abiba. Alors, voilà. effectivement, on en avait déjà parlé, je crois, au conseil municipal de mai. L'association Partage Travail avait déposé sa candidature devant la Commission nationale d'expérimentation territoire chômeur longue durée en été. Le retour de cette candidature par la Commission nationale exige certains critères, dont la continuité du territoire. Il faut que chaque territoire ne dépasse pas les 10 000 habitants. Et il faut une présidence d'un comité local de l'emploi du territoire par un élu local. Donc, au lieu d'une seule candidature qui avait été déposée en été, il s'agira ici de déposer 3 candidatures pour 3 territoires distincts. Le premier territoire qui concernera Compiègne et ses quartiers politiques de la ville, donc le quartier du Clos des Roses, la Victoire, les Maréchaux et le Vivier Corax, qui représente un territoire de 9 400 habitants. Un deuxième territoire expérimental qui est donc Marny-les-Compiègnes avec ses 8 000 habitants, et un troisième territoire expérimental qui concernera la Croix-Saint-Ouen et Saint-Sauveur pour un total de 6 717 habitants. Donc, dans son entier, Marny-les-Compiègnes, vous l'avez bien compris, représente un territoire expérimental. Donc, il y aura 3 dossiers de candidature qui seront déposés devant la Commission nationale. Considérant aussi qu'il y a eu, dès le départ, dès la création du projet Territoire Zéro Chômeur, un seul comité local de l'emploi, que nous appelons le COLOPIL, comité local de pilotage, qui est présidé donc par vous, monsieur le maire. Donc ce COLOPIL continuera à coordonner ces 3 territoires expérimentaux. Donc il y aura un seul COLOPIL pour les 3 territoires. La même chose pour l'entreprise à but d'emploi,
qui sera créée, elle comprendra 3 unités. Donc, il n'y aura pas 3 entreprises, 3 EBE, mais une seule et unique EBE, avec 3 unités pour Compiègne, Marny-les-Compiègnes, Saint-Sauveur et La Croix-Saint-Ouen, sous une même direction avec des responsables d'unité. Tout ceci, bien sûr, coordonné par le Colopil, présidé par Monsieur le maire de Marny-les-Compiègnes. Donc, il s'agit là d'approuver plusieurs choses. La première chose, c'est d'approuver le dépôt d'un dossier de candidature pour le territoire expérimental de Marny-les-Compiègnes, correspondant à 8 000 habitants. Deuxième chose, d'approuver la présidence par le maire ou ses représentants de la commune de Marny-les-Compiègnes. Troisième, d'approuver la coordination des 3 territoires expérimentaux par un comité local de pilotage, présidé par le premier vice-président de l'agglomération de la région de Compiègne. Et enfin, d'approuver l'adhésion du projet Territoire zéro chômeur auprès de l'association nationale Territoire zéro chômeur de longue durée. Très bien. Voilà. OK. D'autres précisions? Non? Bien. Donc, finalement, l'idée, c'est de revenir vers les conseils concernés, d'autant que, si j'ai bien... effectivement, c'est sur la répartition géographique que ça coince un peu. Il y aura aussi probablement une délibération donc, qui doit être prise par le conseil départemental, qui est très importante. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a une délibération qui doit être prise par chaque commune, une par l'agglo et une par le conseil départemental. C'est celle-là qui est importante d'ailleurs, voilà. puisque nous attendons après. Voilà, pour les financements, etc. Voilà. Bon, le but, évidemment, c'est qu'on a expliqué au conseil départemental que ce dispositif permet donc de proposer des CDI, donc de sortir de la précarité. Tout à fait. Et quelque part, la contrepartie, c'est de sortir des gens du RSA, notamment qui sont concernés. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, il faut aussi que le conseil départemental puisse, là aussi, trouver son intérêt. Et je pense qu'il y a eu une discussion avec le vice-président donc chargé des affaires sociales. Bon, maintenant, la balle est dans le camp de la présidente. J'espère que les choses vont aller vite parce que, effectivement, les territoires qui sont déjà éligibles, donc probablement donc à l'horizon 2022, il y aura que la Commission nationale doit se réunir pour entériner toutes ces candidatures. Alors pour l'instant, nous sommes la seule candidature dans la région, enfin dans le département de l'Oise. Voilà. Alors il en existe dans la région de Hauts-de-France, notamment dans le secteur de Lille. Voilà. Tout à fait. Oui, très bien. Juste un petit... Effectivement, là, on va présenter 3 dossiers, en fait, parce qu'ils ont réduit le volume de territoire et le nombre d'habitants. Il faut insister sur la coordination, mais on a gardé une coordination entre les 3 territoires, ce qui paraît indispensable, parce que pour créer des entreprises à but d'emploi, etc., ce n'est pas toujours évident. Donc, ça permet de coordonner l'ensemble de ces 2 territoires, parce que parfois, ça paraît un peu intrigué, même un territoire comme Marny de 8000 habitants. C'est important de coordonner avec les 3. Ça, c'est important que ce soit le même coordinateur, effectivement, la même équipe et la même présidence pour les 3 territoires. Oui, ce sera bien coordonné par un seul et une même instance qui sera représentée par les acteurs de l'emploi public pour l'emploi, un représentant du conseil départemental, la mission locale, des représentants d'entreprise, le délégué de la préfète et bien sûr des élus de chaque commune. Très bien. Voilà. Donc, et puis ça rejoint aussi, bien sûr, la politique des quartiers de la ville du Clos des Roses et de la Victoire. Un projet qui est soutenu par la politique de la ville depuis sa création. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est un dispositif qui vraiment, déjà à titre expérimental, a l'air de bien fonctionner. Tout à fait. Voilà. Mais je crois aussi que là, la difficulté, c'est effectivement d'avoir mis les départements dans la boucle. Et je pense que les départements sont un peu surpris. Ils sont mis devant le fait accompli. Ils sont en train un peu de regarder ça en se disant, bon, est-ce qu'on met le doigt ou pas? Voilà. Très bien. Y a-t-il donc des remarques? Je n'en vois pas. Pas d'abstention? Pas d'avis contraire? Parfait. Bien, et nous avons donc, vous avez les informations, les décisions du maire
Donc, des décisions que vous avez, je pense, parcourues les uns et les autres. Y a-t-il des remarques concernant ces décisions? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, très bien. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Oui, monsieur. C'est hors ordre du jour. Simplement une petite demande. Je pense que l'analyse a dû être faite, mais ça serait bien qu'elle soit refaite. C'est dans le cadre des mobilités. Ça serait intéressant de savoir d'où viennent et où vont les gens qui passent par Marny le matin, dans la rue Octave Butin. J'ai pas entendu. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, parce que si c'est des gens qui viennent de loin, effectivement, la voiture s'impose, mais si c'est des gens qui font simplement 800 mètres ou 1 kilomètre, il y a peut-être d'autres solutions de mobilité douce à leur proposer. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'est une étude à faire au niveau de l'ARC, à mon avis. Très bien. C'est vrai que c'est... Oui. Je remarque, parce que je suis comme toi, tous les matins, on a l'impression que c'est triplé de fréquentation dans ce sens-là, dans le sens de pénétration vers Compiègne. C'est vrai que c'est une question à se poser. Et d'ailleurs, c'est une question que moi, je suis intervenu à plusieurs fois lorsqu'on a évoqué le pôle gare, etc. Parce qu'il faut déjà commencer, parce que si c'est maintenant comme ça, il faut penser aussi à l'avenir. Il faut déjà comprendre, et c'était une excellente remarque, pourquoi on a l'impression que c'est depuis 1 an, depuis quelques mois, c'est un peu récent cette concentration de... Dans l'avenue Octave Butin. Voilà. Le matin. Le Octave Butin. Dans la tranche d'horaire tôt. Le matin et le soir. D'accord. Alors, de toute façon, il n'y a pas de secret, on ne va pas tourner autour du pot. Le débat, c'est que la trémie est une nécessité. Hein. Oui, probablement l'année. Donc, même si demain elle est en alterné, bon, nous sommes toujours dans la discussion avec la SNCF. Ce qu'on espère, c'est que la SNCF, surtout, on puisse trouver une entente entre nous, puisque il y a un surcoût donc de cette trémie lié à des problèmes d'inondation, des problèmes de pollution. Enfin bon, voilà. Donc nous avons mis le CEREMA dans la boucle et on espère aussi que entre ingénieurs, on devrait pouvoir trouver vite un compromis pour que nous puissions lancer, puisqu'avec la SNCF, pour avoir des plans de travaux, c'est 2-3 ans avant. Donc, moi, je pense que probablement la circulation qui devrait passer par cette trémie aujourd'hui ou par Venette passe un peu une grande partie par l'avenue Octave Butin. Voilà. C'est ça, parce qu'on pensait que c'était le feu, mais en fait, il n'y a pas que le feu. Non, c'est clair. En tout cas, il faudra regarder et peut-être réfléchir aussi à un plan de circulation. Hein. C'est une question qu'il va falloir une étude aussi complète de la circulation avec l'arrivée de la Prairie 2. Hein. Voilà. Moi, j'ai proposé, y compris d'ailleurs avec le pôle gare, un plan de circulation et une étude de notre circulation sur l'ensemble, évidemment, du pôle gare. Monsieur Ricton. Je voulais juste une petite précision. En fin de compte, l'engorgement qu'on se retrouve sur l'avenue Octave Butin vient surtout le matin de la 935 des gens qui viennent de la région de Resson, qui descendent et qui se trouvent dans l'engorgement de la fameuse rocade qui se termine en une seule voie. Ouais. Donc on en a parlé au dernier CLSPD justement avec le maire de Venette pour que la DDE nous continue ces 2 voies de manière à éviter ce bouchon qu'on retrouve tous les matins entre 7h30 et 9h. Et justement, les gens pris dans ces bouchons vont sur d'autres destinations, donc se retrouvent sur l'avenue Octave Butin pour éviter cet engorgement qu'on a. Donc, c'est une étude qui a à voir avec le département, qui sont propriétaires de cette rocade, et justement refavoriser, en fin de compte, le 2 fois 2 voies juste tout du long de la déviation qu'on a pour aller sur Carrefour Venette. D'accord. Très bien. Une grande partie, c'est de traverser, ce pas des gens de Marny. Oui, c'est une. Très bien. En tout cas, c'est qu'on ait une étude complète. Voilà. Merci. Et puis, écoutez, bonne fête de fin d'année. Voilà. Et puis, une dernière information, peut-être avant de se quitter, Monsieur Capron. Voilà, peut-être dans le cadre justement des festivités de fin d'année. Voilà. Oui, tout à fait. Avant les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, je voulais rappeler un petit peu ce qui se fait à Marny-Compiègne. Donc samedi soir, on aura la parade illuminée qui passera sur Marny, qui part de Compiègne et qui arrive à Venette.
et qui passe par l'avenue Octave Butin. Elle passera vers 18h30 et nous avons eu l'idée avec nos adhérents de l'UQAM d'organiser un vin chaud sur le parvis de l'hôtel de ville à partir de 18h en attendant la parade illuminée. Donc ça sera un vin chaud offert à nos margnotins. D'accord. Samedi soir. Le dimanche matin, nous aurons le Père Noël qui sera en visite sur Marny-Compiègne et qui ira dans les quartiers avec une calèche tirée par deux chevaux. Ils partiront de la mairie, ils feront Jean Jaurès, Maréchal Foch, André Royer, Jeanne d'Arc, quartier Paramé, République, Louis Barthou, boulevard de la Première Armée, La Prairie, place du Général de Gaulle, Maréchal Joffre, Octave Butin, et on reviendra sur le marché. Sur le marché. Voilà. Sur le marché, le dimanche matin, il y aura la Table Ronde, une association qui vendra du vin chaud, des marrons, du foie gras pour une association caritative. Alors ça vaut le déplacement. Avec des crêpes. Là, ça vaut le déplacement. Hein. Et nous parlerons aussi dimanche toute la journée, le marché de Noël qui se fait à Guérin. Très bien. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas s'il va passer le Père Noël chez Donatienne, je n'ai pas entendu. Dans ce... Bon. Très bien. Ok, bah écoutez, merci. Et puis, ben, voilà, profitez un peu aussi des bons moments en famille, ça fait pas de mal. Voilà, ça fait très bien. Merci.